justement, vous avez commencé à aborder le thème des conséquences, comme disait Churchill. Est-ce qu'on a une vague idée des conséquences de tout ce qui est en train de se passer, que ce soit à 3 degrés, 3 degrés 5? Quelles sont les zones les plus touchées? Quelles sont les parties de la planète les plus touchées? Est-ce que, par exemple, moi c'est une question que je me pose, est-ce qu'il y a un truc qui est bien fait, qui va faire, par exemple, que la Sibérie, qui est intouchable parce qu'il fait moins 50 la moitié de l'année, est-ce que brutalement ça va être une espèce d'Eldorado qui va s'ouvrir, ou est-ce que c'est une vue de l'esprit? Voilà, qu'est-ce qui va se passer? Je vais d'abord répondre à cette question. Oui, alors cette idée qu'il y a des gagnants en termes de réchauffement climatique est exacte, mais elle est très très biaisée. C'est-à-dire si on regarde, là on va parler, la Sibérie pourrait devenir productive du point de vue agricole, et si on regarde l'évolution de la productivité agricole à l'échelle planétaire en cas de réchauffement climatique, donc en gros l'analyse des 4 cultures sur lesquelles nous nous construisons, et le bétail, disons riz, maïs, soja et blé au niveau planétaire, ce sont les 4 principales cultures, eh bien, il y a effectivement des régions qui gagnent, mais il y a aussi beaucoup de régions qui perdent, en particulier à cause des sécheresses, à cause de l'élévation des niveaux de la mer, de la salinisation des régions côtières. Donc la productivité baisse dans certaines régions et en gros, si on regarde à l'échéance 2030, les régions qui perdent et les régions qui gagnent sont à peu près équilibrées, mais à mesure que le réchauffement climatique se met en place, les régions qui perdent prennent très nettement le pas en termes de productivité agricole, ou donc de productivité, de capacité à vivre, prennent très nettement le pas sur les régions qui gagnent. Et c'est vrai que c'est une question qui m'intéresse parce que, disons pour moi, la première conséquence du réchauffement climatique, elle est avant tout sociétale. C'est-à-dire, pour répondre à ta question, oui, il y a des pays, alors effectivement, il y a des pays plus vulnérables que d'autres, des régions plus vulnérables que d'autres. Ça peut être l'Afrique, enfin, les régions vulnérables, c'est l'Afrique, les régions côtières, les petites îles, le Grand Nord, par exemple, où il y a quand même moins de monde. Ce dont on n'est pas très conscient, c'est qu'en fait, il y a aussi des vulnérabilités qui sont... c'est d'ailleurs bien analysé dans le rapport du GIEC, c'est que parmi les personnes vulnérables, il y a les couches pauvres des populations des pays riches. Donc oui, il y a de la vulnérabilité. Pour moi, l'accroissement des inégalités fait que d'un côté, le réchauffement climatique, ça diminue les endroits où il fait bon vivre. Mais ce vers quoi on risque d'aller, c'est que ces endroits où il fait bon vivre, eh bien, ils seront appropriés par les couches de population les plus aisées. Je dirais que le milliard de personnes aisées en 2050, ou je ne sais pas combien il y en aura, peut-être ça aura toujours les moyens de trouver l'endroit où il fait bon vivre. Par contre, beaucoup de gens seront dans des régions beaucoup plus vulnérables parce qu'ils ne peuvent pas les quitter ou parce que, bien voilà, ce sont des régions où, oui, généralement parce qu'ils ne peuvent pas les quitter, ou bien en Afrique, ça sera quand même assez difficile dans certaines régions. Il ne faut pas être pessimiste, mais c'est ça. Et bon, j'en profite pour dire que donc on a un avis au CESE sur justement ces problèmes de justice climatique, c'est-à-dire comment on fait pour que le réchauffement climatique n'accroisse pas les inégalités. Donc c'est pour moi le premier problème, donc c'est un problème de société. C'est pour ça que je me tourne vers Philippe. Oui, comment tu analyses les conséquences du réchauffement climatique? J'avais une double question à Philippe. Est-ce qu'il y a dans les civilisations que tu as étudiées en particulier, tu m'as dit aussi que beaucoup de tes collègues regardaient en altitude où le réchauffement climatique est plus sensible, où il peut y avoir en Amérique du Sud des problèmes de ressources en eau. Est-ce qu'il y a une perception du réchauffement climatique sur ta génération, sur les 40 ans que tu as vécu? Et puis comment tu vois le réchauffement climatique sur les civilisations, les régions que tu as étudiées? Moi, ça m'aurait intéressé. C'est une très vaste question, mais oui, on peut commencer par dire qu'en effet, comme tu l'as souligné tout à l'heure, le réchauffement climatique est particulièrement perceptible dans 2 parties du monde où il y a encore de nombreuses populations autochtones, qui sont les régions des hautes latitudes et des régions des hautes altitudes. En d'autres termes, dans des régions, alors tu évoquais tout à l'heure les Andes par exemple, avec la fonte des glaciers, les régions aussi les plus septentrionales, c'est-à-dire au fond toute la ceinture circumarctique. Plusieurs de mes jeunes collègues et de mes étudiants ont travaillé dans ces régions, et le sentiment qui domine, c'est un sentiment de désespoir et
et d'incompréhension. L'une de mes anciennes étudiantes, Nastasia Martin, vient de publier un livre qui s'appelle Les âmes sauvages, que je vous recommande, qui est l'étude qu'elle a menée chez les Gwich'in, qui sont les derniers Amérindiens avant les gens de langue esquimaux au nord de l'Alaska et du Canada, qui sont complètement désemparés par les transformations climatiques, qui ne sont pas simplement des questions de réchauffement du climat, mais qui ont des effets immédiats, par exemple, sur le déplacement des hardes de caribous dont ils s'alimentent, sur le fait qu'il y a des animaux qui sont maintenant présents, qui n'étaient pas présents auparavant, et d'autres qui étaient présents, qui ne le sont plus. Donc c'est des bouleversements profonds des écosystèmes, mais plus largement, pour répondre à ta question, je pense que l'effet du réchauffement climatique, c'est une baisse de la diversité en général. Alors on sait que on est rentré dans la 6e extinction massive des espèces, et c'est lié en particulier à la transformation des écosystèmes du fait d'une anthropisation galopante et aussi du fait du réchauffement climatique. Mais il y a aussi la baisse de la diversité qui fait que parmi les gens qui vont tirer leur épingle du jeu, c'est une classe moyenne internationale qui va partager au fond les mêmes habitudes consuméristes, les mêmes références intellectuelles et qui probablement va s'exprimer dans un globish approximatif. Et au fond, ce qui, moi, m'a motivé à faire ce que je fais, c'est-à-dire l'admiration éperdue devant l'inventivité humaine pour vivre de façon extrêmement différente les défis de notre condition, ceci va progressivement disparaître du fait de conditions de vie de plus en plus difficiles. Alors, je parlais des hautes latitudes et des hautes altitudes, mais pour une région que je connais moins mal que d'autres, qui est l'Amazonie, les effets sont déjà sensibles, en particulier dans le sud de l'Amazonie, puisque, au fond, les données, enfin, les chiffres que tu évoquais tout à l'heure, ce sont des chiffres, ce sont des moyennes globales. Donc, lorsqu'on dit on a le choix entre 3 et 5 ou 6 degrés, c'est globalement. Si par ce que je préfère ne pas imaginer, on est plutôt dans la version 5 ou 6 degrés, dans certains endroits, ça sera beaucoup plus. Et donc, la vie sera littéralement impossible. Et donc, les régions du monde où la vie sera possible vont progressivement diminuer avec, on le sait maintenant, des quantités, enfin, les prévisions de l'ONU pour les réfugiés climatiques sont de 300 millions de personnes dans un avenir relativement proche. Donc nos pinaillages sur les réfugiés à l'heure actuelle en Europe sont ridicules par rapport à l'ampleur des conséquences que nous allons devoir affronter d'ici quelques décennies. Pour compléter ce que vous dites, pendant la COP21, on avait une table ronde sur l'influence du réchauffement climatique sur la géopolitique. Et il y a quelques armées, bizarrement pas armée française, pourtant elle est présente sur pas mal de théâtres, mais les armées américaines, anglaises et allemandes font des études sur l'impact du réchauffement sur la géopolitique. Et l'armée anglaise a pondu un rapport récemment qui disait que d'ici 2030, c'est-à-dire zéro, enfin demain, il y aurait aux alentours de 50 millions de gens qui viendraient du sub-Sahel et qui remonteraient vers le nord de l'Afrique et l'Europe. Donc là, effectivement, on n'est plus dans les mêmes proportions. Tout ça, bien sûr, à cause du réchauffement climatique, enfin, ou du bouleversement climatique. Et est-ce que vous pensez que alors là, je ne sais pas à qui je m'adresse, là, mais quand on parle d'extinction des espèces, de la disparition des espèces, etc., est-ce que vous pensez réellement que ce qu'on voit en ce moment, c'est-à-dire on parle des gorilles qui sont menacés, ne parlons pas des rhinocéros, voire des éléphants, sont des choses qui scientifiquement s'observent? Oui, alors quand on parle de 6e extinction, moi j'aime bien lire là-dessus, souvent les gens qui en parlent font abstraction du problème de réchauffement climatique. C'est même, généralement, ils ne s'appuient pas sur ce qui est alors... mais quand on regarde, là aussi, le rapport du GIEC, il y a malheureusement une illustration qui est très très parlante, c'est qu'en gros, ils ont regardé 8 catégories, alors soit de faune, soit de flore, et leur capacité de déplacement. Et pour 4 de ces catégories, la moitié,
la capacité de déplacement disons, est largement inférieure, voire largement inférieure à la vitesse de déplacement des zones climatiques. Donc on comprend bien, et c'est ce qui est clairement expliqué, qu'il y a d'autres raisons de perte de biodiversité ou de perte de diversité, comme tu dis, tout à fait, mais le réchauffement climatique va exacerber cette perte de diversité en général, que ce soit de culture, comme tu l'as dit, ou effectivement au niveau faune, flore. Et ça, c'est très clair que si un réchauffement de 4-5 degrés à la fin du siècle, c'est des déplacements des zones climatiques de quelques dizaines de kilomètres par décennie. Donc, c'est les espèces, disons, des écosystèmes naturels, qu'ils soient faune, flore, ne réussiront pas à suivre. Donc, effectivement, c'est un vrai problème. Oui. Pour parler en termes plus généraux, je crois que l'un des défis que nous allons avoir à affronter, c'est d'arriver à concilier des échelles différentes. La COP 21 et les autres conférences qui vont suivre, le travail du GIEC, etc., sont absolument nécessaires, bien sûr, parce qu'elles sont l'amorce d'une concertation entre les nations pour essayer de freiner les émissions de gaz à effet de serre. Mais il y a aussi une autre dimension qui est très importante, c'est la dimension locale. C'est-à-dire qu'au fond, ces transformations, ces bouleversements d'environnement, les conséquences sur la perte de la diversité, etc., concernent des collectifs, concernent des populations, concernent des modes de vie, concernent des manières de fabriquer des environnements qui vont progressivement disparaître. Et les populations qui sont concernées réagissent. Fort heureusement d'ailleurs, et elles réagissent de façon quelquefois surprenante. Dans les Andes, par exemple, le développement de l'extraction minière, par exemple, qui peut, dans certains cas, mettre en péril des bassins versants, contaminant des cours d'eau, des sources, etc., reçoit comme les gens réagissent contre ça, bien sûr, contre la contamination, contre la pollution, etc., mais réagissent aussi dans une façon qui nous est, pour nous, un peu inattendue, c'est-à-dire ils considèrent que les éléments de l'environnement qui ont été mis en péril font partie du collectif au sens général. Il n'y a pas justement de distinction entre nature et culture, et que donc telle source, telle rivière, tel lac dont les conditions de fonctionnement ont été bouleversées, peut se mettre en colère, pour répondre un peu à ta question, c'est une des réactions possibles. Et au fond, ça concerne tout le monde. Ça concerne tout le monde parce que la source, le lac, la grotte, etc., font partie du collectif avec les troupeaux, avec les champs, avec les divinités, etc. C'est donc, au fond, ces collectifs, c'est des grands ensembles. Et nous avons pris l'habitude depuis les Lumières, au fond, de dissocier entre des groupes d'humains qu'on appelle des sociétés, puis un environnement dans lequel ils sont plongés, qu'ils transforment. Mais cette façon-là est la façon la moins commune, a été pendant longtemps la façon la moins commune de voir les choses, et elle n'est toujours pas la façon de voir les choses dans bien des régions du monde. Et c'est là aussi que, sans faire de transposition, on peut essayer d'imaginer des formes différentes de concevoir des rapports entre les humains et les milieux de vie au sein desquels ils existent, et de considérer par exemple qu'il peut y avoir, et ça c'est quelque chose qui m'intéresse depuis pas mal de temps d'un point de vue juridique, au fond l'appropriation, c'est-à-dire l'idée qu'un individu ou un collectif va acquérir des droits d'appropriation et d'usage sur une partie des ressources. C'est un mouvement qui n'a cessé de se développer en Europe à partir du mouvement des enclosures en Angleterre à la fin du Moyen-Âge, au cours duquel, au fond, des ressources communes, des prairies, des forêts, des sources, des rivières, etc., ont été progressivement appropriées pour des usages privatifs. On pourrait essayer d'envisager, et c'est pas impossible du point de vue juridique, qu'au lieu que ce soit les humains qui soient la source de l'appropriation, qui soient la source du contrôle des ressources, ce soit au contraire les ressources qui contrôlent les humains. Autrement dit, que des écosystèmes soient pourvus de droits, non pas parce qu'il faut les protéger comme des témoins fossiles, par exemple, d'un certain état de forme d'écosystèmes intéressants, etc., mais au contraire comme des formes de relations
entre des espèces non humaines et des humains tout à fait singulières et qui, de ce fait, pourraient conférer des droits d'usage à des humains. Ça suppose une révolution mentale complète. Ça fait partie des nombreuses révolutions mentales qu'il nous faut accomplir si l'on veut, comme je le disais tout à l'heure, non pas à court ou à moyen terme, mais à long terme, stopper ou ralentir la course à l'abîme. Merci beaucoup. Je ne sais pas François, mais j'ai l'impression qu'on a suffisamment de matériaux pour cette première séquence. Et pour laisser le temps peut-être à Cyril, avec les post-it, de passer parmi vous, ceux qui veulent rédiger des petites questions que nos rapporteurs ensuite vont tenter de synthétiser. Et juste avant, je vous le rappelle, la synthèse minute des rédacteurs et puis une question du public. Justement, devant cette urgence dont vous avez parlé, je crois que pour qu'on ait envie de changer radicalement cette révolution, j'entendais Gal Giraud récemment dans une vidéo qui disait bien que ce ne sont pas que les altitudes qui sont concernées, parce qu'effectivement, les glaciers qui fondent, par exemple, le glacier dans l'Himalaya et la condition de survie de tous les grands fleuves en Inde et en Chine, et que du coup, les 10 km par décennie de fuite des espèces animales et de la flore devant des changements climatiques, on se rend bien compte que la ville de Bogota, qui dépend aussi de ces glaciers, c'est aussi les humains qui vont devoir courir plus vite que leur ombre. C'est que du coup, si on redit ça, ça permet évidemment de viser le long terme et ce changement global, mais comme les gens ont souvent besoin d'un aiguillon qui va les concerner, si on dit que d'un coup il y a ces 3 grands fleuves de l'Asie et puis d'autres choses partout qui font que si on n'a plus de glaciers l'été du tout, c'est vrai que les fleuves seront à sec, là on comprend que c'est des millions et des millions, voire des milliards de personnes qui sont concernées directement. Et ça permet peut-être d'être plus un aiguillon pour... donc je pense que vous pouvez confirmer cette information que j'entendais récemment par Gal Giraud, par exemple. Oui, en tout cas sur les Andes, c'est très clair. Donc Philippe le vit, je crois que tu connais bien ces régions, mais on a aussi des glaciologues chez nous qui travaillent dans ces régions. C'est vraiment critique. La disparition des glaciers a d'ailleurs conduit à la mise en place d'un programme qui s'appelle Memory of Ice, sauf Jérôme Chaplaz a essayé, c'est-à-dire réellement, nous en sommes disons, la communauté des glaciologues, à promouvoir, c'est surtout Jérôme Chaplaz de Grenoble qui m'était à l'origine, à promouvoir disons, des carottages dans des glaciers qui n'existeront plus à échéance de quelques décennies. Donc pour nous, ce sont des archives de l'environnement, du climat, surtout dans ces archives glaciaires des Andes, de l'Himalaya et des Alpes, plus de l'environnement, qui sont précieuses. Et on engage vraiment cette idée qu'il faut garder ces archives, les prélever maintenant, parce que certains des glaciers auront disparu. Et effectivement, au Tibet aussi, je rentre du Tibet parce qu'on a aussi des collaborations plus du côté du Tibet, eh bien, il y a effectivement les glaciers fondent, l'eau est toujours là, il y aura toujours des glaces dans les hautes altitudes, mais tous les glaciers diminuent effectivement avec cet effet il y aura plus de précipitations l'hiver, mais effectivement, il n'y aura plus ce rôle disons, d'égalisateur des glaciers en termes de disponibilité en eau sur une année ne jouera plus son rôle. Même s'il y a la même quantité de précipitations, ça sera complètement bouleversé du point de vue saisonnier avec ces risques de panne sèche l'été, effectivement, dans certaines régions. Peut-être une synthèse minute. Ou alors Philippe ? Non, c'était juste pour effectivement, ce que vous avez évoqué est extrêmement inquiétant, puisque ce sont les vallées des grands fleuves d'Asie orientale sont les plus peuplées au monde. Et donc, il s'agit, là, on parle de milliards de personnes. Oui. Une synthèse minute peut-être des rédacteurs avant la question du public. Oui, alors synthèse minute, c'est plus qu'ambitieux et je ne veux pas du tout atteindre cet objectif, mais en tout cas, j'ai l'intention de rappeler ce que Jean Jouzel nous disait à propos de l'état du monde sur le climat et le fait que le réchauffement était pour 99% dans l'océan et pour seulement 1% dans l'atmosphère, et que et par rapport aux objectifs de Copenhague et de la COP 21 à Paris, les 2 degrés ne seront tenus que dans une condition extrêmement difficile, et en tout cas pas dans les objectifs actuels annoncés par les pays. Bon, il y a beaucoup de choses. J'ai noté que nous avions 20 ans de budget CO2 pour atteindre ces 2
degrés, c'est bien, tu confirmes, Jean. Philippe Descola dit des choses passionnantes sur le rapport de l'homme et de la nature qui est intéressant de nous interroger. Je ne vais pas tout le redire. En disant quand même que l'anthropisation n'est pas d'aujourd'hui, quand il parle de 200 000 ans, il donne une échéance assez lointaine, mais le démarrage du décrochage qui date de la machine à vapeur, qui, je sais, dans ses écrits, date aussi de philosophes comme Descartes qui posent cette dichotomie entre l'homme et la nature comme objet de connaissance. Voilà. Et puis, tant de choses à dire, mais par exemple, je retiendrai aussi, ça me paraît très intéressant, que la question des lieux de difficulté pour le climat se ressentiront plus en Afrique et dans le Grand Nord et dans les régions de haute altitude. Philippe Descola dit que c'est le désespoir et l'incompréhension des populations locales. Et bien d'autres choses. Mais notamment, j'ai bien noté que sur le plan juridique, l'inversion des termes, en se disant, et si c'était non pas les humains qui contrôlaient les ressources, mais les ressources qui contrôlaient l'activité humaine, qui est une véritable révolution mentale, me paraît être un axe très intéressant. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est venu. Bonjour. Est-ce que le parcours du courant marin, je crois le Gulf Stream, peut changer et sur quelle échéance de temps et quelles conséquences? Donc, oui, pour la question, oui, le Gulf Stream a changé dans le passé. C'est ce qu'on a un peu découvert à travers les glaces du Groenland et aussi les sédiments marins. C'est-à-dire qu'il y a des variations climatiques extrêmement rapides au cours de la dernière période glaciaire, à l'échéance de quelques décennies, voire moins. Et partageons ces travaux avec comme ton collègue Édouard Barr, par exemple. Donc, l'idée, c'est qu'effectivement, ces variations rapides sont liées aux variations de circulation océanique et à l'arrêt et à la remise en route du Gulf Stream. Pour qu'il fonctionne, le Gulf Stream, il faut que les eaux soient salées quand elles arrivent dans le Grand Nord, qu'elles puissent plonger. S'il y a des eaux douces arrivées en surface, eh bien, ça remet tout, disons, ça crée des perturbations du Gulf Stream qui soit plonge plus vers le sud, soit en tout cas son intensité diminue. Alors est-ce que ça peut survenir dans le futur? Oui, il y a des arrivées d'eau douce supplémentaires actuellement. Par exemple, eh bien, le Groenland fond. Alors à l'échelle planétaire, c'est 1 mm du niveau de la mer chaque année en moyenne. Ça correspond à ça à peu près. Mais à l'échelle disons, c'est loin d'être négligeable. C'est 220 millions de kilomètres cubes, oui. Donc c'est quand même assez important. Donc localement, il y a aussi disons, plus de précipitations dans l'Atlantique Nord parce qu'il y a plus d'évaporation anthropique. Donc la réponse est oui, il y a des risques peut-être d'arrêt du Gulf Stream, mais pas avant 300 ou 400 ans. Et contrairement à une idée répandue, si le Gulf Stream s'arrête, par exemple, quand on aura un climat de 3 à 4 degrés plus chaud qu'actuellement, en n'étant pas trop pessimiste, eh bien, on reviendrait dans nos régions à des climats plutôt comme celui d'aujourd'hui, pas du tout un retour à l'ère glaciaire. Donc, la réponse simple, oui, c'est possible, mais pas à échéance de ce siècle. Personne ne pense que le Gulf Stream s'arrêtera d'ici la fin du siècle, mais il y a cette possibilité à échéance de quelques siècles. Oui, sur la formule les humains qui contrôlent les ressources ou les ressources qui contrôlent les humains, j'aimerais profiter de vous interroger sur quid de la démographie. Et est-ce qu'on a une expérience chinoise qui nous informe? Est-ce qu'on va garder nos droits de l'homme et notre modèle occidental? Je serais curieux d'avoir votre point de vue. Bien malin qui pourrait répondre à cette question. Hein. Alors, les démographes prévoient une transition démographique d'ici quelques décennies. Ce sont des prédictions, c'est-à-dire une stabilisation de l'augmentation de la population et ensuite une progressive décroissance. Il n'est pas impossible aussi que c'est là-dessus, enfin l'OMS planche là-dessus, que le réchauffement global ait des effets importants aussi en termes de mortalité, notamment par
le développement de certaines maladies infectieuses, notamment des maladies infectieuses à saut d'espèces, qui donc pourraient sauter d'une espèce à l'autre beaucoup plus rapidement et déjouer les possibilités de les prévenir. Donc c'est très difficile de faire des prédictions démographiques, mais si vous voulez, pour revenir à cette question des ressources contre les humains, encore une fois, ce qui est très compliqué dans cette affaire, et c'est à nous, collectivement, d'essayer d'inventer des solutions dans les décennies à venir, c'est d'arriver à conjuguer le niveau, comme je l'ai dit tout à l'heure, global et le niveau local. C'est-à-dire, au fond, dans l'intérêt de qui faisons-nous quoi ? Ce qui est un problème tout à fait courant à l'heure actuelle, en Europe en particulier. Des mouvements que je trouve très intéressants, de gens qui, disons, s'associent localement à des écosystèmes pour les défendre contre des projets qui sont présentés comme étant des projets d'intérêt général, forment des associations ou des collectifs qui ne sont pas très différents de ceux qu'on peut trouver dans d'autres régions de la planète. Et toute la question est de savoir à quel niveau se place l'intérêt général et à quel moment est-ce que cet intérêt général, par qui est-il défini, de quel général parle-t-on, de quel niveau d'universalité parle-t-on, et qui doit l'emporter à un moment ou à un autre dans ces intérêts généraux. Et ça, c'est des questions qui sont très difficiles à résoudre, mais qu'il va falloir résoudre, parce que je ne vois pas d'autre solution que cette coexistence de collectifs locaux très étroitement associés à des environnements dont ils en seraient probablement l'émanation, et puis des formes de régulation plus générales visant à ce que ces collectifs puissent être organisés de façon à ce que des grands objectifs soient défendus, comme la réduction des gaz à effet de serre, par exemple, et bien d'autres. Mais il n'y a pas de solution simple, parce qu'au fond, nos systèmes démocratiques, nos systèmes politiques n'ont pas véritablement envisagé, sous une forme très simpliste, hein, par exemple le bicaméralisme, le fait que le Sénat représente des collectifs plutôt locaux, mais ça ne fonctionne pas véritablement comme ça. Donc il y a une réinvention complète aussi, non pas du système politique au sens général, mais des formes de représentation. Qui représente qui et de quelle façon? C'est une question qui se pose constamment en ce moment et que, voilà, il faudra... il faut nous donner comme mission de résoudre dans les décennies à venir. D'ailleurs, ce sont des mouvements qui existent, parce qu'on parlait de certains mouvements en France, mais qui, on le sait moins, existent par exemple en Chine aussi. C'est-à-dire que la Chine, le gouvernement chinois fait face à des révoltes de populations locales contre des projets délirants ou la pollution tout aussi délirante, qui sont réprimées, mais qui sont quand même prises en compte, même si elles sont réprimées. C'est-à-dire que le gouvernement sait que ça ne peut pas être mis sous le tapis. D'autres questions? Alors, avant de passer, donc, parce qu'il faut qu'on avance dans notre planning, puisque donc, après cet exposé, vous avez compris, la première partie avec Jean Jouzel et Philippe Descola était un peu le constat, le cadre, à court, moyen et long terme. On va rentrer dans les deuxième et troisième séquences avec des choses qui concernent plutôt le court terme. Comment on peut agir maintenant? Donc on va juste, là vous êtes réveillé un petit peu sur le tard, tout le monde avec les post-it. Je laisse juste quelques secondes de plus à Yann pour essayer de poser une question. Sinon on fera ensuite une petite pause de 10 minutes à laquelle vous pouvez éventuellement, les questions qui n'auraient pas été posées, vous pourrez les poser directement. Ça permet à tout le monde de faire une petite pause et d'enchaîner avec la deuxième séquence. Et vos questions, vous pourrez les poser peut-être, voilà, pas publiquement, mais voilà. Donc une question. C'est une question qui est peut-être un peu technique, du coup, qui appellera peut-être une réponse courte, je ne sais pas. Relative aux puits de carbone, est-ce qu'on peut avoir une liste des puits de carbone qui existent et quelle est la proportion de l'absorption du CO2 par rapport aux émissions de gaz à effet de serre? Et une autre qui est liée, la part de la déforestation dans le phénomène. Oui, on peut répondre. 10 milliards de tonnes de... Alors, attends, je vais parler en tonnes de carbone. 10 milliards de tonnes de carbone pratiquement sont émises chaque année, donc ça c'est pour l'instant après sous forme de CO2 par
disons par les combustibles fossiles. Alors la déforestation, alors dans ces 10 milliards de tonnes, la déforestation y ajoute 1 milliard de tonnes, à peu près. C'était 2 milliards il y a quelques 20 ans, ça a diminué, mais à force de déforester, il n'y a plus rien de déforesté, c'est un peu le problème. Non, c'est triste à dire, mais bon, je veux dire relativement, c'est aussi rapide probablement. Et malgré cette déforestation, la végétation, en termes de végétation à l'échelle globale, absorbe 2,5 milliards de tonnes à peu près en moyenne chaque année. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas de déforestation, la végétation absorberait 3,5 milliards de tonnes de carbone chaque année, entre 3 et 4 milliards. En fait, elle absorbe plutôt entre 2 et 3 milliards. L'océan également, c'est entre 2 et 3 milliards, c'est-à-dire que en gros, grosso modo, d'une année sur l'autre, il reste à peu près la moitié des émissions de gaz carbonique dans l'atmosphère, ou un peu plus. Donc les absorptions donc, de l'océan et de la biomasse, malgré la déforestation, sont à peu près équivalentes à un peu moins du quart chacun. On arrive à 45% absorbés et 55% qui restent en moyenne, ça dépend d'une année sur l'autre. Voilà, ça donne une idée. Le problème, c'est que ces puits risquent l'un et l'autre de diminuer parce que un des risques, c'est que ce carbone qu'on absorbe, qui va dans les sols et dans la végétation, un jour ressortira. Donc, et en particulier dans les régions tropicales, avec le réchauffement, il y a disons, plus de carbone dans les sols qui risquent de ressortir. Donc ces puits ne sont pas, disons, ça aide effectivement à limiter les émissions, mais c'est extrêmement négatif pour l'océan, puisque ce sont ces absorptions de CO2 qui causent l'acidification, donc c'est à ses dépens. Donc l'océan nous aide, mais réellement à ses dépens, il faut bien le dire. La végétation nous aide, mais c'est peut-être pas à échéance de quelques décennies ou disons, il y a un risque que ce puits se transforme risque de se transformer en source, même indépendamment de la déforestation. Je vais rajouter quelque chose. Sans compter qu'un hectare de forêt en monoculture plantée au Brésil comme puits de carbone ne remplace pas un hectare de forêt climatique avec une très forte diversité. Alors c'est un phénomène différent, mais du point de vue de l'extinction de la biodiversité, c'est très important. Donc là, je vais reformuler des questions qui seront peut-être... la réponse sera peut-être apportée dans les autres séquences, hein. Donc il y a une question qui porte sur les médias, hein, le rôle des médias dans la transmission des phénomènes de réchauffement climatique. Donc on dit que c'est souvent des informations très ponctuelles et il n'y a pas suffisamment de pédagogie sur ça. Et une autre question sur le changement de système. Donc, en fait, on considère que tout le monde comprend qu'il faut que le climat change et que le réchauffement climatique est dû à nos activités, hein, et que ça remet en cause notre modèle de développement. Mais qu'est-ce qu'on fait pour véritablement remettre en cause notre modèle de développement? Voilà, donc je propose que ces questions soient reprises éventuellement dans les autres séquences. On leur laisse ou il faut qu'ils aient des questions quand même? C'est ça, il faut qu'on ait des questions. Donc comme ça, on va faire une petite pause maintenant de 5-10 minutes. Éventuellement des questions qui ont été posées mais qui n'ont pas été reformulées, vous pouvez profiter encore de la présence de Philippe, de Jean, etc. Et on réattaque dans 5-10 minutes avec la deuxième séquence où justement, je pense que c'est tout à fait du ressort d'Enercop, de Negawatt et des gens qu'on va écouter maintenant, d'apporter des réponses à ce type de questions, les médias, etc. Merci beaucoup, à tout de suite.